Alors, bon matin. Euh, je voudrais vous présenter Dr. Lemay. Elle a obtenu un doctorat de médecine de l'Université de Montréal après une carrière de pianiste virtuose. Elle complète sa résidence en médecine familiale à l'Université McGill, dans un milieu désert et une grande population urbaine vulnérable. Elle a un intérêt particulier pour la santé de la femme et de l'enfant, la toxicomanie, les maladies infectieuses et l'urgence. You can start when you're ready. OK. Alors, bonjour. Il est un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu, donc je vais passer sur certains points rapidement, mais dans la période de questions qui va suivre, vous sentez libre de me poser des questions. Donc, aujourd'hui, on va parler du suivi des patients qui vivent avec le VIH. Je ne parlerai pas nécessairement de toute la médication, mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on suit un patient en clinique? On va regarder un petit peu, en fait, comment on procède à la démarche diagnostique d'une infection au VIH. Il faut savoir un peu des bases de l'histoire naturelle de l'infection aussi, connaître les principes de base du traitement, puis de la prévention, puis aussi, il faut connaître les particularités du suivi à long terme, parce que maintenant, on peut considérer le VIH comme une maladie chronique en raison des traitements qui existent. Avant de commencer vraiment, juste passer sur certains acronymes que je vais utiliser. Donc, l'OMS, vous savez certainement, c'est l'Organisation mondiale de la santé. À quelques endroits, je vais parler du DHHS, c'est la US Department of Health and Human Services. Il y a beaucoup de nos lignes directrices qui sont basées, qui sont en accord avec celles des États-Unis, au Canada, au Québec. Si c'est marqué ARV, ça signifie la thérapie des antirétroviraux, en fait. Je vous parle surtout de INTI, qui sont les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. On voit 4 des molécules qui sont souvent vues. Je vais surtout parler, en fait, du TDF, qui est le tenofovir. Les INTI, qui sont les inhibiteurs, mais qui sont non nucléosidiques de la transcriptase inverse, et les inhibiteurs de la protéase. Donc, ces 3 classes de médicaments-là sont comme les plus communs, mais il existe quand même 6 classes d'ARV. Ça pourrait faire l'objet, en fait, d'une autre présentation, mais aujourd'hui, on va parler du suivi. Quand je vais parler de la traite, il s'agit de la prophylaxie pré-exposition, pas celle, la post-exposition. Donc, un peu d'épidémiologie. Donc, aujourd'hui, en 2017, je devrais dire, il y avait 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH, une estimation, parce que de ce nombre-là, on pense qu'il y a 14 millions qui sont pas au courant de leur diagnostic. Par année, maintenant, on compte à peu près 1 million de décès dus au VIH, mais en fait, c'est souvent avec la tuberculose. L'incidence serait de 1,8 million. Le pic d'incidence était en 97 où on avait 3,3 millions de nouvelles infections. Depuis 2005, il y a une stagnation à peu près. On reste constant avec 1,8 million. Présentement, il y a 16,2 millions de personnes qui sont sous antirétroviraux, qui représentent 41%. Mais la cible de NUSIDA, c'est ce qu'ils appellent 90-90-90 en 2030, c'est qu'il va y avoir 90% des gens qui sont diagnostiqués. Donc 90 du 90, donc 80% des gens sous thérapie antirétrovirale, puis 90 du 81%, donc 73% auraient la charge virale supprimée. Ça permettrait d'aller vers la fin de l'épidémie en 2030. OK? Donc, on est loin de ça, on n'est pas aux 73%, on est à 41%. Il y a 150 000 enfants qui étaient infectés en 2015. Donc, même si ça a diminué beaucoup, on fait beaucoup d'efforts pour prévenir la transmission verticale au niveau international. Les campagnes sont surtout axées là-dessus. Il reste qu'il y a quand même des infections qui se produisent. Puis, le phénomène qu'on voit émerger dans les dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de survivants et aussi de personnes qui se font infecter un peu plus vieux. Donc, il y a une émergence de population qui a 50 ans et plus
surtout dans les pays à revenus élevés où le tiers des personnes vivant avec le VIH ont 50 ans et plus, ça apporte quelques modifications au suivi. Donc, c'est ça. L'histoire naturelle, je vais passer rapidement aussi, c'est pour permettre de parler des tests de dépistage. En fait, il y a une période fenêtre où on ne peut pas détecter, mais ça, c'est tiré de UpToDate, où ils ont accès avec des tests ELISA de 4e génération qui détectent à la fois les antigènes P24, de la protéine P24, puis l'ARN peut être vu des fois ou les anticorps. Donc, on peut de plus en plus tôt détecter, mais jamais vraiment avant 15 jours. Donc, toutes les transmissions possibles dans les 15 derniers jours ne ressortiront pas si on fait un test nécessairement. Donc, on va voir aussi le pic de ARN, si vous voyez, c'est vers plus la 30e journée. Et puis, après ça se stabilise. Si la personne n'est pas au courant dans la phase aiguë qui a lieu dans les 50 premiers jours avec le prodrome qui arrive quand même assez souvent, on a l'impression d'avoir une grosse grippe, si vous voulez, ou une mononucléose, mais qui cesse après 2-3 semaines, où ça se stabilise parce qu'on développe les anticorps. Puis après ça, on peut être 8 à 10 ans en période un peu latente, stable, jusqu'à temps que lentement nos CD4 diminuent, puis arrivent des infections opportunistes à ce moment-là. OK. Donc, comme je disais, maintenant aux États-Unis, ils préconisent surtout les tests ELISA de 4e génération où on peut voir à peu près à 15 jours déjà si c'est positif. Nous, au Québec, pour l'instant, on utilise, je pense, surtout la 3e génération, puis on confirme. C'est un test quand même spécifique. Les tests, en fait, rapides qu'on trouve dans les cliniques sont aussi, pas spécifiques, je m'excuse, mais sensibles. Et après ça, si on a une réponse positive à un premier test, ensuite, on va confirmer avec le Western blot. La plupart du temps, c'est le test qu'on utilise en deuxième lieu, qui, lui, va être vraiment spécifique. Okay? Donc, on commence normalement avec un test plus sérologique, puis après ça, on va vraiment plus dans la virologie. On a besoin d'au moins 2 tests pour confirmer. Dans les endroits où les ressources sont plus limitées, en fait, on conseille de faire, peu importe le test, on va l'appeler le test A en premier. S'il est positif, alors on teste avec le test B. S'il y a une discordance, on reteste 2 semaines plus tard. S'il y a encore une discordance, alors on essaie un test C. Il y a un algorithme sur UpToDate. Pour des questions de temps, je pense que je vais sauter ça, mais parce que c'est pas si courant que ça que les tests soient discordants. Okay. Une fois qu'on a le diagnostic de notre personne, en fait, c'est quelque chose qui est très traumatisant, donc il faut penser au support psychologique. Habituellement, à Montréal aussi, on a des centres de référence. Par exemple, si une femme enceinte, nous, on dépiste toujours on fait des dépistages du VIH à tout premier rendez-vous de grossesse. Donc, c'est ça, on va voir pour préparer l'accouchement de façon sécuritaire pour la mère et pour le bébé, on va référer à l'hôpital Sainte-Justine, qui est un centre tertiaire, mais on a plusieurs cliniques qui sont spécialisées vraiment pour le VIH. Donc, on s'organise pour avoir un lien avec ces cliniques-là, où on va avoir aussi accès, nous, comme médecins, à un pharmacien, parce qu'il y a des multitudes d'interactions avec la trithérapie. C'est important d'avoir un pharmacien qui s'y connaît un peu, qui nous aide. Okay. Donc, avec notre patiente qu'on vient de diagnostiquer, qui est en état de choc un peu, qui est diagnostiqué avec le VIH, il faut voir, parce que parfois, en fait, ils ne l'ont pas dit, mais ils savaient déjà. J'ai rencontré des patients qui m'ont avoué que ça faisait 10 ans, dans le fond, qu'ils savaient qu'ils étaient VIH. Donc, il faut aller chercher un petit peu s'il y a des échecs virologiques, des échecs de traitement dans le passé, pour faire un génotype de préférence aussi du virus, étant donné qu'il y a vraiment plusieurs souches.
On fait aussi l'histoire des résultats de tests de dépistage de tuberculose. Au Canada, la tuberculose n'est vraiment pas prévalente, à part dans les communautés du Nord, les Inuits, les Cris, puis quelques autres communautés autochtones. On fait évidemment les habitudes de vie comme pour tous les patients, mais en insistant un petit peu sur les comportements à risque de transmission pour voir d'où ça pourrait venir. On fait aussi une revue des systèmes générales, mais on va insister un petit peu plus sur les dépistages de troubles cognitifs, les dépressions. On va s'intéresser aussi à la santé sexuelle et reproductive. Il va y avoir quelques considérations à prendre si, par exemple, c'est une jeune femme qui désire avoir des enfants. Donc, il faut regarder ça un peu. Ensuite, on va faire un examen physique complet qui comporte aussi l'examen gynécologique. C'est très important aussi d'avoir des valeurs de base au niveau du poids, de la taille. On calcule l'indice de masse corporelle, le tour de taille et la tension artérielle. C'est important parce que beaucoup des médicaments vont jouer sur ces paramètres-là. On ne veut pas placer notre patient en danger non plus, où il faut ajuster d'une certaine façon. Donc, c'est important d'avoir des valeurs de base avant le traitement. On va faire un examen visuel anal s'il y a des facteurs de risque, disons, puis un toucher rectal, parce qu'il y a plus d'incidence de cancer anal. Pour le fond d'œil, en fait, on va les orienter la plupart du temps vers un ophtalmologiste s'il y a des CD4 en bas de 50 parce qu'il faut évaluer pour le risque de rétinite cytomégalovirus. Ensuite, on va peut-être faire une radiographie pulmonaire si on a des idées de, si c'est une histoire de dépistage à la tuberculose qui est positive dans le passé ou si on en fait un à ce moment-là puis qui est positif, ou si le patient est connu pour une pathologie pulmonaire, on veut avoir comme une image de base de référence. Comme ça, si d'autres pathologies qui pourraient être liées au VIH ou pas arrivent, on va savoir quel était l'état de base. On va calculer le score de Framingham aussi pour les risques cardiovasculaires, pour les raisons aussi auxquelles je dis. Mais il n'y a pas juste, je vais en parler un petit peu plus tard, il n'y a pas juste la médication. Le VIH vient jouer aussi directement avec le processus inflammatoire. Dès l'évaluation initiale, on oublie souvent, mais c'est important de faire l'éducation du patient par rapport à la maladie, par rapport à quoi attendre les effets possibles de la médication et la prévention. Il faut insister sur la prévention aussi. On va évaluer le besoin de prophylaxie. Ça, c'est si les CD4, si on attrape la personne plus en fin de parcours ou au moment où les CD4 sont très bas, où la charge virale est très élevée, mais c'est plus la prophylaxie est plus basée sur le niveau de CD4. On va faire aussi la sérologie et les infections que je vais vous montrer un petit peu après. Oh, on ne va pas très bien. Je m'excuse pour la diapositive. Je vais juste passer sur les choses à faire qui sont un petit peu plus importantes. Donc, on va faire une cytologie du col de l'utérus lorsqu'on va faire l'examen gynécologique. On le fait chez la plupart des femmes, de toute façon, normalement au Québec, c'est une fois ou 3 ans, en fait au Canada, à partir de 24 ans. Là, on va le faire systématiquement s'il y a un VIH, mais ça va être une fois par année parce qu'il y a un risque de cancer accru. Le bilan lipidique aussi, habituellement, on le fait aux 5 ans, c'est pas de facteur de risque. Ici, pour les patients VIH, on va le faire au moins une fois par année. Le score de Framingham, on peut le faire dépendamment de la personne à tous les ans ou aux 3 ans les plus espacés. La glycémie va être une fois par année au moins. Les mammographies puis le dépistage du cancer colorectal, ça va être comme la population générale, il n'y a pas de différence, donc à peu près tous les 2 ans. Pour certaines personnes à risque, on va faire le dépistage gonorrhée, syphilis, chlamydia et les hépatites B et C. Mais honnêtement, la plupart des gens avec le VIH sont à risque, donc on le fait souvent. Puis, pour l'hépatite B et l'hépatite C, on va le faire aussi, on le fait au début des soins, pas mal chez tout le monde.
On va aussi, dès la première rencontre, réviser les immunisations. Par contre, si on obtient les CD4 et qui sont moins de 200, on évite les vaccins vivants RRO, varicelle et zona. On regarde, il y a vraiment plein de vaccins, l'hépatite A, poliomyélite, les virus du papillome humain aussi, qui devient de plus en, qui est quand même assez important. J'ai tout faire l'hépatite B. Le pneumocoque, c'est seulement une fois, puis une deuxième fois après 5 ans. Puis ici, en fait, on fait l'influenza chez tous nos patients VIH à tous les ans. Puis le tétanos, comme pour tout le monde. Les hémophilus influenzae, c'est pour les cas de méningite. On l'envisage si les personnes ne sont pas immunisées. Ici au Québec, la plupart des gens sont immunisés soit en arrivant au Québec ou à l'école. Tous les enfants sont immunisés depuis longtemps, donc on a moins de méningite par rapport à ce virus-là. La spirométrie va être chez les fumeurs symptomatiques à partir de 40 ans. L'ostéodensitométrie est importante pour, en fait, contrairement aux patients en général, on va faire dès que la personne a 50 ans et plus, un petit peu à cause du tenofovir qui va venir jouer sur la densité osseuse. L'échographie abdominale pour prévenir les anévrismes de l'aorte, c'est un petit peu de routine. Okay. Je vais vous épargner aussi tous les suivis de laboratoire. Au début des soins, on fait tout ce qui est possible de faire. Puis là, je vous enligne vers le 3 à 6 mois sous traitement. Parce que, en fait, on est censé maintenant, les normes, c'est de traiter tout le monde dès le départ. Donc, à chaque fois, à tous les 3 à 6 mois, au début, c'est à tous les 3 mois, là. 6 mois, c'est une fois que la personne est vraiment bien stabilisée. On va faire le CD4. L'ARM, c'est possible. Au Québec, on n'a pas de difficulté à l'obtenir. Le CD4 est possiblement le plus important. Une formule sanguine complète pour être sûr qu'il n'y a pas d'anémie qui pourrait se produire. Puis aussi pour voir en fait notre différentiel de leucocytes. On va faire la créatinine, en fait la fonction rénale et fonction hépatique pour avoir une idée. Il y a certaines, le VIH va venir jouer sur ça, puis les médicaments aussi, donc il faut bien suivre ça. Le phosphate, c'est un peu à cause du tenofovir. Glycémie à jeun puis bilan lipidique. En fait, les personnes sous thérapie ont beaucoup d'altérations du bilan lipidique, donc il faut suivre pour être sûr que tout va bien. Il y a beaucoup, en fait, aussi quand on va changer, si un échec à la thérapie, il y a beaucoup plus de choses qu'on va faire. Ça va être important de tester le HLA B5701 si on envisage un traitement à l'abacavir. Qui est un inhibiteur de protéase, parce qu'il peut avoir vraiment un risque dangereux pour le patient s'il est porteur de ce gène-là. OK, donc maintenant, les nouvelles règles. Avant, il y avait plusieurs choses à prendre en considération. Maintenant, on encourage d'initier le traitement dès que possible. La base du traitement, c'est d'avoir 2 inhibiteurs nucléosiques, puis en fait, ce qu'il faut, c'est 2 molécules, on va aller jouer sur le virus d'au moins 2 façons différentes. Ce qui marche le mieux, en fait, c'est à la base d'avoir 2 inhibiteurs nucléosiques, puis de rajouter soit un inhibiteur non nucléosique ou soit un inhibiteur de protéase. L'OMS suggère le tenofovir, le 3-TC ou le FTC en première ligne. Tenofovir plus 3-TC, plus FTC, l'emtricitabine, ça vient aussi en comprimé unique maintenant qui s'appelle le Truvada, mais il y a plein de ces molécules-là maintenant qui sont combinées, mais qui donnent des comprimés quand même assez gros, mais on pourra en reparler une autre fois. Sinon, juste les molécules en tant que telles, je pense que ça peut revenir moins cher les avoir séparément. Au niveau du département américain du DHHS, ils offrent un petit peu plus de choix qui ont été basés sur
sont des études pour la première ligne. Puis, ils ajoutent aussi des inhibiteurs d'intégrase en première ligne, comme le raltegravir, le darigravir et le raltegravir en première ligne. Donc, on peut avoir un petit peu plus de choix si on regarde avec notre pharmacien par rapport à ce qui est bon pour la personne, puis par rapport au coût aussi. OK. Il y a des petites particularités, par contre, en grossesse, si on dépiste notre patiente en grossesse, il faut éviter de l'itégravir, qui n'est pas en première ligne de toute façon. Le traitement qu'on donne en première ligne est correct pour la grossesse, donc le tenofovir puis le FTC, mais il faut que la fonction rénale soit comme plus que 60 pour le débit de filtration glomérulaire. Sinon, la deuxième ligne change. Okay? Là, on va à la bacavir. Comme je disais tout à l'heure, il faut tester à ce point-là le HLA B5801. Sinon, il ne faut vraiment pas le donner. On va aller chercher une troisième option. On peut aussi, comme troisième molécule, faire l'inhibiteur de protéase. Et en fait, il y a un changement par rapport aux lignes directrices pour les patients en général. On va prendre l'atazanavir qui est renforcé par le ritonavir, ou le darinavir qui est aussi renforcé par le ritonavir. On peut, comme inhibiteur d'intégrase, c'est le raltegravir qui est suggéré. OK. Au niveau de l'éducation, c'est hyper important de renforcer les messages de prévention. Comme médecin, souvent, on a un statut qui nous permet d'avoir un petit peu plus d'impact sur les patients. Pas toujours, mais parfois. Aussi, il ne faut pas penser à la base que les patients sont au courant de la façon dont ils peuvent avoir attrapé puis les risques de transmission. Donc, il faut appuyer l'importance d'avoir un traitement. Nous, en fait, on peut jouer sur la réduction biologique, aider le patient à jouer sur la réduction biologique avec la suppression complète de la virémie. C'est important d'avoir une complète adhérence à un traitement qui est efficace. Par là, je veux dire qu'il faut souvent questionner notre patient à savoir s'il oublie de prendre des comprimés. Parce que des fois, juste une petite baisse du taux de médication va faire émerger une résistance. Puis là, on s'en va, on doit aller dans les lignes compliquées avec plus d'effets secondaires pour le patient. Donc, il faut s'assurer que l'adhérence au traitement est là. Il faut voir aussi pour l'absence d'autres infections transmises par le sang ou sexuellement. Surtout les maladies qui font des ulcères au niveau génital, parce que ça aide à transmettre le VIH. Il faut insister auprès du patient sur les réductions comportementales, donc le port du condom au niveau sexuel, ne pas échanger les seringues aussi pour les traitements, les utilisateurs de 3-4 adénose. Okay. Il y a d'autres choses qu'on peut faire en fait. Par exemple, si pour réduire le risque de transmission d'une femme vers un homme, la circoncision a été relativement efficace, ok, mais elle n'est pas absolue. On compte à 1% le risque de conversion dans les couples qui étaient sérodiscordants. Par contre, on a moins étudié la transmission quand c'est la femme qui reçoit le VIH de l'homme. Ça ne faisait pas vraiment partie des études, donc je ne peux pas rien dire là-dessus, je ne peux pas m'avancer. Mais ça dit que la circoncision n'est pas suffisante. On parle quand même de 1% de risque, donc il faut utiliser un condom. OK, maintenant la PrEP, la prophylaxie, pour par exemple un couple sérodiscordant, ça va être, c'est ça. En fait, c'est pas donné à tout le monde, on donne pas de la PrEP comme ça, mais dans un couple sérodiscordant, quand la charge du partenaire est détectable, c'est important de donner la PrEP. Quand la charge est très basse et non détectable, c'est pas nécessaire en fait, ce qui est merveilleux. Mais il ne faut pas considérer à ce moment-là que le VIH est guéri. Il n'y a rien qui guérit le VIH. C'est quelque chose qu'on a jusqu'à la fin. Les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, puis les transgenres et qui sont rendus des femmes, on leur donne souvent la PrEP, mais on évalue le risque
par rapport aux ITSS, puis on va réévaluer à tous les 6 mois, en fait, le risque, puis la pertinence d'avoir la PrEP. On peut donner aussi, surtout aux hommes, en fait, dans les régions qui sont, dont le partenaire, donc par exemple, un homme dont la femme vient d'une région endémique, puis endémique, on parle de 2%, plus de 2% de la population. Puis aussi quand il y a des risques au niveau des drogues intraveineuses ou des travailleurs du sexe. Puis s'il y a eu n'importe quel partage, soit de paille lors de l'utilisation de cocaïne intranasale à tous les 6 mois, dans les derniers 6 mois, on va offrir la PrEP aussi. Ce qui est un peu à considérer, c'est pour les adolescents, surtout les jeunes adolescents qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, parce qu'en fait, c'est un grand facteur de risque, entre 13 et 24 ans. On va le considérer beaucoup pour peser les risques et bénéfices et puis faire beaucoup d'éducation parce qu'en fait, la PrEP, c'est composé, le TDF, c'est le tenofovir, et puis ça va venir jouer sur la santé osseuse. Puis entre 13 et 24 ans, surtout entre 13 et 18, la densité osseuse n'a pas atteint son pic encore, donc à long terme, ça peut poser des problèmes. Okay. Ce qu'on va faire avant de donner la PrEP, il faut s'assurer que la personne n'a pas déjà de VIH. On va tester l'ARN s'il y a des symptômes de primo-infection dans le dernier mois. Si le résultat du test rapide est indéterminé, et s'il y a beaucoup de risques, de facteurs de risque au cours du dernier mois. Avant de donner la PrEP, il faut aussi tester la fonction rénale. Le tenofovir va venir jouer un petit peu sur les reins. Il faut s'assurer que la personne n'est pas porteuse symptomatique de l'hépatite B, parce qu'il y a un risque, en fait, qui est surtout théorique. Le tenofovir fait partie du traitement de l'hépatite B. Puis il y a un risque théorique que si la personne, à un moment donné, décide qu'elle n'a plus besoin d'utiliser la PrEP pour n'importe quelle raison, il pourrait avoir un flair d'hépatite B. Donc, on va s'assurer que c'est pas une contre-indication, mais c'est quelque chose à vérifier. L'ostéoporose, pour les risques, on regarde les facteurs de risque si la personne fume, si la personne consomme des opioïdes, pour les risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Puis, on va s'assurer que, on va vérifier pour la grossesse, même si le PrEP, en fait, serait bon, pose pas de problème au fœtus, mais c'est quelque chose dont qu'il faut vérifier de toute façon. Et pour les ITSS à dépister aussi, c'est la syphilis, la gonorrhée anogénitale, donc selon les facteurs de risque de la personne, ses habitudes sexuelles et la chlamydia. Il y a une association forte parce qu'il y a des ulcères qui vont conduire le VIH plus facilement. On ne fait pas de routine, la trichomonas, la vaginose bactérienne, mais habituellement, on fait un lien direct. S'il y a du trichomonas, il y a possiblement des relations sexuelles non protégées. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine de parler avec la patiente, à savoir son nombre de partenaires, le niveau de risque pour les partenaires avec qui elle a des relations non protégées. OK. Donc, il y a des complications non infectieuses parce que, comme je disais, depuis l'ARV, les patients vivent beaucoup plus longtemps. Donc, à long terme, le processus infectieux a quand même si on diminue la charge virale, il y a une base d'inflammation qui est toujours là. Le virus, parfois, va venir faire des attaques à certains organes cibles, mais c'est toutes les cytokines aussi inflammatoires qui produisent des dommages. Et à ça se rajoutent certains effets secondaires de certains médicaments. Il n'y a pas de médicament parfait qui n'a pas d'effets secondaires, malheureusement. Si vous voulez faire de la recherche pour en trouver, vous êtes bienvenus. Donc, je vais commencer par le premier système cardiovasculaire. Donc, c'est important de stratifier le risque à 10 ans de risque d'événements cardiovasculaires. Il y a plusieurs outils qui existent. J'en ai mis un là auquel on a accès par Internet, mais c'est ce qu'on appelle l'échelle de Framingham, donc on utilise le plus souvent ici. Il faut modifier le régime de trithérapie si le risque excède 20%.
Évidemment, on va jouer sur les facteurs non pharmacologiques, la diète, le tabac, puis le mode de vie, l'entourage d'exercice et tout ça. Il y a des facteurs modifiables aussi. Donc, on va prendre en compte la tension artérielle, la glycémie, les lipides. Pour la coagulation, si le risque est élevé, on peut donner de l'aspirine aussi. OK. Si je passe au rein, en fait, le VIH en tant que tel va infecter des fois directement certaines les cellules épithéliales. Puis c'est pas chez tout le monde, c'est chez des hôtes génétiquement susceptibles. Malheureusement, pour Haïti, il y a une forte association entre les gens de peau noire puis un certain polymorphisme, excusez-moi, génétique, le APOL1. Puis il y a une association avec ça, puis justement la néphropathie associée au VIH. Donc, le traitement, en fait, c'est la trithérapie. On réduit le risque d'avoir ça. C'est quand même la raison pour laquelle les jeunes aux États-Unis afro-américains c'est la deuxième raison de dialyse, en fait, après l'anémie falciforme. Pour les reins, il faut faire attention à la haute tension, puis à la protéinurie. Donc, si on voit ces facteurs-là, on va donner un IECA en ciblant comme tension artérielle 130 sur 80, comme pour les diabétiques. Okay. Il y a certains médicaments, comme je mentionnais, qui sont néphrotoxiques aussi. Les ténéfovir, qui peut causer une tubulopathie proximale. C'est surtout en fait, le ténéfovir, celui qu'on trouve le plus souvent, le TDF. Il y a une autre forme de ténéfovir qui est un peu moins pire, mais elle est plus chère puis elle est moins courante. Il y a les intinavir, atazanavir, qui peuvent faire des néphrolytiases ou des néphrites interstitielles aussi. Donc, si on voit que les paramètres rénaux de fonction rénale commencent à augmenter, à se détériorer, on va essayer de trouver des alternatives au niveau des médicaments. Une fois qu'on pense que ce n'est pas, qu'il y a une bonne adhérence, en fait, puis que ce n'est pas la néphropathie associée au VIH. OK. Pour le foie, il y a plusieurs choses. Il y a souvent une élévation des ALT-AST. Il faut regarder, ça peut être un médicament, les médicaments sont malheureusement souvent hépatotoxiques. Il faut regarder aussi si notre personne prend des drogues ou des produits naturels. Certains produits naturels peuvent causer des problèmes. Donc, on cesse l'agent irritant. On regarde s'il y a un retour à la normale. Puis on va adapter le régime de trithérapie en conséquence. Souvent, en fait, ça peut être causé par l'alcool, surtout si on voit que les AST doublent les ALT. Il faut questionner un petit peu notre patient, donc c'est bien d'avoir une alliance thérapeutique. Il faut regarder si c'est récent ou c'est chronique. Dans la mesure du possible, on va cesser la consommation. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible de le faire. On va, donc une fois que encore l'agent irritant est cessé, ce qu'on fait, c'est on espère un retour à la normale en 4 à 8 semaines. Donc, on va retester notre patient. Si ce n'est pas la normale, ben il faut penser que la personne a continué de boire ou qu'il faut chercher une autre cause. Il faut évidemment exclure les hépatites virales. ABC, le cytomégalovirus, le Epstein-Barr virus. Il y a beaucoup d'autres causes. Les causes pour les personnes standards comme la stéatose non alcoolique. La stéatose associée à l'hépatite C, qui est souvent une co-infection avec le VIH. L'hyperplasie nodulaire régénérative, en fait, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est un peu moins pire, en fait, qu'une hyperplasie. En fait, l'hyperplasie, en fait, ce qu'elle donne, c'est qu'elle donne de l'hypertension portale. C'est le problème. Mais c'est un peu moins pire que l'hypertension qui serait reliée à la cirrhose. Mais cela dit, il y a des risques quand même de saignement de varices œsophagiens. Donc, le traitement, si c'est ce qu'on détecte chez la personne, qu'elle a
hyperplasie nodulaire régénérative, là, on va donner des bêta-bloqueurs ou on va considérer les ligatures des varices. Puis, il faut regarder toutes les autres causes, cœliaques, les myopathies, bon, les autres causes d'hypertension portale, puis des causes rares aussi auto-immunes, comme pour les autres patients. On va faire une échographie, une biopsie à considérer si les autres causes sont éliminées. On ne fait pas facilement une biopsie du foie et évidemment du saignement. Si on découvre une cirrhose à l'échographie, ben alors normalement, nous, on fait affaire avec un hépatologue. On est rendu vraiment dans les lignes plus avancées qu'à première ligne. OK. La thérapie, on le sait depuis longtemps, est associée à des troubles métaboliques. Avec les nouveaux médicaments, c'est moins pire. Maintenant, on voit une image, en fait, de l'hypoatrophie qui était plus reliée au décapité, puis quand même à l'isovudine aussi. Maintenant, le tenofovir est beaucoup moins pire pour ça, puis l'abacavir aussi. On peut, quand la personne souffre vraiment de l'hypoatrophie, ça peut être quand même stigmatisant pour elle. On peut penser à certains médicaments qui vont augmenter plus le gras des membres. Par exemple, les inhibiteurs de protéase qui sont rehaussés par des ritonavir vont augmenter le gras plus que, comme troisième molécule, là, plus que les inhibiteurs de la transférase inverse non nucléosique. Puis, c'est ça. Je vais juste augmenter un petit peu la vitesse. Donc, pour augmenter le gras, c'est mieux avec, on conserve notre base de 2 inhibiteurs nucléosiques. On peut parfois penser à la chirurgie aussi pour la hypoatrophie faciale. Mais il y a des risques de cicatrices et tout ça. Ce qu'on voit ici, c'est une bosse de bison, donc l'hypohypertrophie. En fait, pour ça, il y a beaucoup moins de stratégies. Quoique c'est en train de changer. On pense, en fait, il n'y a pas de preuve vraiment à long terme pour le metformin ou l'hormone de croissance. Ça induit de nouvelles complications, donc on essaie d'éviter. On préfère dire qu'il n'y a pas de stratégie pour l'instant, jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui n'a pas trop d'effets secondaires. On va éviter le fluticasone si on utilise le ritonavir parce qu'il peut avoir un problème au niveau des surrénales. On peut faire parfois les chirurgies pour les lipomes localisés ou la bosse de bison, comme on voyait, si la personne est vraiment très incommodée. Okay. Quelque chose d'important au niveau métabolique. L'hyperlactémie puis l'acidose lactique sont associés aussi à la prise d'inhibiteurs nucléosiques. Puis ça va se produire même en absence d'hypoperfusion. C'est en fait une manifestation de toxicité au niveau des mitochondries. Puis ça peut être grave, ça peut mener à la mort, en fait, l'hyperlactémie. Mais pour avoir ça, il faut qu'il y ait une dysfonction hépatique importante parce que c'est un prérequis essentiel pour le développement d'une accumulation des lactates. Les lactates sont habituellement clairés par le foie. Donc, les risques sont augmentés si on prend le didanosine. Puis, c'est ça. On demande habituellement aux pharmaciens pour des molécules qui ont moins de risques. Comme je disais, co-infection avec les hépatites ou des maladies hépatiques, c'est un facteur de risque. Des CD4 bas, le sexe féminin, l'obésité et la grossesse sont aussi des facteurs de risque. Si la personne a des symptômes, puis en fait, les symptômes sont assez peu spécifiques. On va avoir des nausées, vomissements, des douleurs abdominales, perte de poids, une grande fatigue, puis des aminotransférases qui vont être légèrement élevées ou qui peuvent être même normales. Donc, ça peut prendre plusieurs semaines, malheureusement,